Voilà. Vous avez un métier incroyable, somnologue. Je ne savais même pas que ça existait, moi, ça. Oui, en fait, c'est médecin du sommeil, si vous voulez. Ah, Hein. d'accord. Ah, c'est tout plus joli, somnologue. Vous allez parler d'une Oui, problématique majeure dans le cas de oui, oui. la spondyle. D'abord, je voudrais remercier Franck Gérald de m'avoir invité à faire une présentation. Je ne sais pas si je vais me mettre à faire du marathon, je ne pense pas. Mais en tout cas, je vais essayer de vous parler un petit peu de problématique du sommeil. Alors la problématique du sommeil, elle est évidente parce que les gens parlent, comme on m'a dit tout à l'heure, de douleurs réveillantes. Mais je pense que je vais essayer de changer votre vision des choses dans l'exposé que je vais vous faire. Alors, la vie est faite de rencontres. Il y a quelqu'un qui est absent aujourd'hui, qui est le docteur Gilles Hayem, que certains connaissent peut-être. Et en fait, si vous voulez, moi, je suis médecin du sommeil, je m'occupe de troubles du sommeil. Et un jour, j'ai eu Gilles Hayem qui est venu me voir en disant mes patients qui ont des rhumatismes inflammatoires chroniques ont des troubles du sommeil. Il faut que tu t'en occupes. Alors ça a commencé comme ça, c'est une aventure humaine. Et c'est une aventure qui se continue et qui est très, je crois, intéressante. Pour les patients et puis pour nous aussi. Alors je vais vous parler un petit peu du sommeil. Bon, je suis un médecin universitaire, je suis assez porté sur les plans, etc. Mais je vais très rapidement vous brosser quelques idées fortes sur le sommeil. Et puis après, je donnerai des exemples sur qu'est-ce qui se passe dans la spondylarthrite ou dans les spondylarthrites. Je ne suis pas rhumatologue. Alors le sommeil, c'est simple, c'est finalement un état physiologique. Nous sommes tous amenés à dormir. Ça se reconnaît parce qu'à ce moment-là, on arrête notre activité physique. On s'allonge généralement, on a une posture particulière, on ne fait plus de mouvement, on est plus vigilant, on est complètement déconnecté, c'est-à-dire que des gens peuvent faire des choses en dehors de nous, sans qu'on s'en aperçoive. Et puis, ça correspond aussi à un ralentissement important du métabolisme dans son ensemble. Alors, la première idée qui vient par rapport au sommeil, c'est sa durée. Combien de temps ça dure? Combien de temps on dort? Eh bien, vous voyez ici, c'est le résultat d'une enquête Sofres qui avait été faite il y a une dizaine d'années, qui montrait qu'en gros, la population française dormait 7 à 8 heures par jour. Alors, c'est variable selon les espèces. Vous voyez que chez les animaux, ça peut aller jusqu'à 20 heures, hein, chez la chauve-souris. Alors, vous voyez, entre 2 heures chez la girafe et 20 heures chez la chauve-souris, c'est variable. Généralement, ce sont quand même les carnivores qui dorment le plus parce qu'ils n'ont rien à craindre, alors que les herbivores, eux, ils ont à craindre d'être mangés. À quoi ça sert le sommeil? Ça sert à récupérer. Il y a toutes sortes de métabolismes qui correspondent à notre activité et que si on ne récupère pas pendant le sommeil, mais finalement le lendemain on n'est pas capable d'affronter certaines situations stressantes. Ça joue aussi sur la thermorégulation. On sait très bien que la nuit, on ne bouge plus, donc on ne produit plus de chaleur et à ce moment-là notre température centrale chute. Et puis ça correspond aussi à la mise en réserve. Il y a des hormones de mise en réserve qui sont sécrétées uniquement la nuit, enfin préférentiellement la nuit, et donc ça permet de restocker. Et puis ça sert aussi à se rappeler, ça sert à consolider la mémoire, et donc c'est très important de bien dormir, notamment chez les gens jeunes qui sont dans un processus d'acquisition, mais maintenant la formation c'est à tous les âges, et c'est important de bien dormir quand on veut apprendre. Alors, ce qui est plus intéressant ces dernières années, c'est sommeil et santé, parce qu'évidemment, sinon, il n'y aurait pas de médecine du sommeil, ça ne sert à rien. Il y a effectivement des problèmes de santé qui sont liés notamment à la privation de sommeil. Quand on ne dort pas assez, il y a plein de problèmes qui peuvent arriver, que j'ai essayé un petit peu de lister, que ce soit des privations ponctuelles, tout le monde a fait l'expérience d'une nuit blanche à cause de transport. Mais ça peut être aussi une privation chronique parce qu'on a des horaires de travail qui vous obligent à vous lever tôt, qui vous contraignent. Et la société n'est pas très gentille avec nous sur ce point-là. On considère qu'en un siècle, on a pratiquement perdu 1 heure de sommeil en moyenne. C'est un motif de consultation, c'est-à-dire que c'est 6% des consultations, mais en réalité, chez un généraliste en ville, bien souvent, une consultation sur 2 comporte un volet sommeil. D'où la prescription d'hypnotiques. Alors ça a des conséquences énormes sur la dépression, l'anxiété, l'absentéisme au travail, des accidents de travail. Donc c'est vraiment à prendre en charge d'une manière très sérieuse parce que c'est un fait social. Il y a des conséquences métaboliques, je passe un peu vite, et puis on s'est aperçu que les enquêtes épidémiologiques ont montré qu'il y avait des risques liés à l'apparition du diabète, l'obésité, le cancer, et que donc ce n'était pas un problème qu'il fallait prendre à la légère. Alors comment explore-t-on le sommeil? Il y a un moyen très simple. Dans un premier temps, on fait simple, et on fait des questionnaires. On fait des enquêtes.
Bon, vous pouvez me raconter comment vous dormez mal, mais vous pouvez aussi remplir des petits questionnaires. Et donc ça permet déjà d'avoir une petite idée de ce qui se passe, comment vous dormez, si vous vous couchez tard, si vous couchez tôt, si vous avez du mal à vous endormir, etc. Alors il y a beaucoup de questionnaires, j'en ai mis quelques-uns ici. Je vais vous parler plutôt du Pittsburgh, qui est en fait un questionnaire très généraliste de qualité du sommeil et qui vous donne une petite idée de comment vous dormez. Alors c'est très simple, c'est de 0 à 21. Généralement, on a quand même quelques points c'est plutôt un questionnaire sur les difficultés à dormir. Et on considère que vous avez un mauvais sommeil si vous avez un score supérieur à 7. Eh bien, il a été montré que dans les patients qui avaient des spondylarthrites ankylosantes, eh bien, on retrouvait en fait au moins dans 2 séries, un chiffre, mais ça se reprend, et ça correspond aussi à ce que l'on trouve chez d'autres maladies, d'autres rhumatismes inflammatoires chroniques, eh bien on avait un bon gros tiers de gens qui avaient des difficultés de sommeil. C'est énorme. Alors on peut aussi faire des agendas, ça permet aussi de suivre un petit peu ce qui se passe et de voir aussi la chronicité de vos troubles du sommeil. On peut faire aussi de l'actimétrie, ça c'est un peu classique, vous avez une montre qui vous enregistre, et puis vous voyez que, par exemple, quand vous êtes ici, quand vous dormez, eh bien, vous n'avez aucune activité, puis quand vous êtes actif dans la journée, vous avez des activités qui sont enregistrées. Je dirais que maintenant, ça c'est l'actimétrie classique hospitalière, mais votre smartphone est tout à fait capable de le faire. Il y a des applications d'ailleurs qui font, moi j'ai des patients qui viennent en me disant « je dors très bien » ou « je dors très mal parce que mon smartphone me l'a dit ». Et des fois, ça donne des indications intéressantes. Et puis, cette fois-ci, quelque chose qui est beaucoup plus lourd dans les explorations, mais qui est très payante, et qui est un peu réservé à des centres du sommeil, c'est la polysomnographie, c'est-à-dire qu'on va tout enregistrer pendant que vous allez dormir à l'hôpital ou dans un centre, en tout cas dans une chambre spécialisée, où on va avoir votre activité cérébrale, donc on va savoir si vous dormez vraiment, et puis d'autres activités respiratoires, cardiaques, etc. Et donc on saura exactement ce qui se passe pendant votre sommeil, et si vos troubles du sommeil, quels sont-ils, comment retentissent-ils sur vous ou votre santé. Alors, on peut distinguer des stades de sommeil. Je pense que tout le monde a entendu parler des stades de sommeil, avec notamment le sommeil paradoxal, c'est-à-dire le sommeil pendant lequel on rêve. Ça, je crois que les médias s'en font le relais. Mais c'est un petit peu plus compliqué. Et surtout, c'est l'idée que les stades de sommeil, tout ça doit s'enchaîner d'une manière douce et tranquille, et que le sommeil a une architecture, et que si on ne respecte pas cette architecture, même si on dort suffisamment longtemps, eh bien finalement on n'a pas un bon sommeil. Tout le monde a quand même le sentiment que, par exemple, d'avoir dormi 8 heures, et de se réveiller, et d'avoir le sentiment que finalement il n'a pas bien dormi. Donc la qualité du sommeil, c'est aussi important que la quantité du sommeil. Alors voilà par exemple l'architecture classique, où vous avez l'éveil, et puis vous voyez que les gens descendent de stade en stade, ils vont en début de nuit vers un sommeil qui est plutôt dit lent, profond. Pendant le sommeil, on a du mal un petit peu à nous réveiller. Et puis on voit apparaître en rouge ici des petites périodes de sommeil paradoxal qui vont devenir très importantes en deuxième partie de nuit. Donc en début de nuit, on fait plutôt du sommeil lent. En fin de nuit, on fait plutôt du sommeil paradoxal et on rêve beaucoup, et il n'est pas rare de se réveiller le matin au milieu d'un rêve. Alors, quelles anomalies ces genres d'examens ou d'investigation peuvent détecter? Eh bien, d'abord, c'est l'insomnie d'endormissement. Combien de temps on met pour dormir? On considère que généralement, on met en dessous de 30 minutes, c'est normal. Si vous mettez 3 heures pour vous endormir, c'est une catastrophe. Il y a la privation de sommeil, c'est-à-dire que finalement, la quantité n'est pas présente. Il n'y a pas assez. Et puis il y a la fragmentation du sommeil. C'est-à-dire que votre sommeil est intercoupé de réveils multiples qui font que vous avez toujours l'impression de vous réveiller à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, et que ça fragmente, ça coupe la continuité du sommeil. Et puis il y a aussi des pathologies respiratoires liées au sommeil, on va le voir après, qui sont les syndromes d'apnée. Quand vous êtes éveillé, ils n'apparaissent pas, mais quand vous dormez, à ce moment-là, la pathologie respiratoire apparaît. Et ça, vous ne le savez pas parce que vous dormez. Alors voilà un exemple, parce que je suis et j'enregistre les patients de GILAIM, qui ont des spondylarthrites ankylosantes ou des rhumatismes psoriasiques ou d'autres types de rhumatismes. Alors c'est un monsieur E, qui était pas maltraité, qui était un peu ronfleur, et en fait on voulait simplement savoir s'il n'avait pas un syndrome d'apnée du sommeil.
Donc voilà la vie réelle, hein. Voilà un monsieur qui va s'endormir progressivement. En début de nuit, vous voyez qu'il fait du sommeil lent. Il commence un peu de sommeil paradoxal, il en fait même pas mal tout au long de la nuit. Et puis finalement, c'est pas si mauvais que ça. Il a un peu d'éveil pendant une petite heure au milieu, mais c'est pas trop. Et finalement, c'est pas mal. Son sommeil n'est pas trop mal. Donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Pardon. Oups. Alors voilà, Madame B, par contre, c'est une autre affaire. Madame B, elle a aussi une spondylarthrite ankylosante, mais alors Madame B, vous voyez déjà qu'elle met énormément de temps à s'endormir. Et après, elle a fait à peine un tout petit peu de sommeil lent profond au début, puis après, c'est une catastrophe. Elle n'arrête pas de se réveiller, de se rendormir, de se réveiller, de se rendormir. En milieu de nuit, à 4 heures du matin, elle fait un éveil très très long. Et donc, elle a un sommeil superficiel. Et vous voyez qu'il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de sommeil paradoxal. Donc, c'est un sommeil pourri. Alors évidemment, c'est pas agréable, hein. Forcément, les gens ils sont pas bien. Hein. Alors, bien sûr que les privations de sommeil, ça aboutit quand même à une privation de sommeil. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences dans la journée. Vous pourriez très bien avoir un sommeil pourri, mais, ou pas bien, ou pas comme il faut, mais vous pourriez être très bien dans la journée. Malheureusement, ça a des conséquences diurnes. Du stress, de la somnolence, des troubles de l'humeur, une humeur dépressive, des troubles cognitifs, des problèmes mnésiques. Parce qu'on sait très bien que le sommeil aide à se rappeler, aide à consolider la mémoire. Alors, dans le cas des pathologies inflammatoires chroniques, le problème, c'est évidemment les douleurs inflammatoires nocturnes. Qu'est-ce que ça donne? Des réveils. Mais les réveils, ça fait quoi? Ça fait de la privation de sommeil et ça fragmente le sommeil. Eh bien, la fragmentation et la privation de sommeil augmentent l'inflammation. Et à ce moment-là, l'inflammation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle majore les douleurs. Donc la majoration des douleurs, qu'est-ce qu'elle fait elle-même? Elle majore les réveils. Donc vous êtes entré dans un cercle vicieux. Ça a été montré, alors ça ce sont des études qui ont été faites en partie chez l'animal, chez l'homme, enfin il y a toutes sortes de choses qui ont été faites, c'est que le cerveau, finalement, il contribue à l'immunité, c'est-à-dire qu'il y a du TNF-alpha dans le cerveau et que ça rentre dans les mécanismes du sommeil. Donc il y a un lien déjà physiologique entre les molécules impliquées dans l'inflammation et le fonctionnement physiologique du cerveau, et donc un lien avec le sommeil. Si vous avez un sommeil fragmenté, vous augmentez le TNF-alpha, et à ce moment-là, vous augmentez d'une part la somnolence et la fatigue dans la journée, et vous avez tous les troubles cognitifs et toutes les répercussions diurnes dans la journée. Dernier point, les pathologies respiratoires, le syndrome d'apnée du sommeil. Vous voyez que, bien sûr, quand on dort, généralement, on se couche. Et à ce moment-là, on est à l'horizontale. Et qu'est-ce qui se passe à l'horizontale? Eh bien, tout le massif musculaire de la langue, il va non pas en arrière, mais il va vers le bas. Et si à ce moment-là, vous avez un palais un peu long, eh bien, vous voyez que tout ce petit monde se retrouve dans le bas du pharynx et qu'il n'y a plus de place pour que l'air passe et vienne au niveau de la trachée et au niveau de vos poumons. Eh bien, ça donne ce syndrome où vous avez ici en rose les périodes pendant lesquelles la personne ne respire pas. Ici, c'est un signal nasal. Et puis, vous voyez ici la saturation, c'est-à-dire l'oxygène qui chute, qui remonte, qui chute au gré des apnées. Donc, évidemment, c'est très ennuyeux, parce qu'évidemment, ne pas respirer, c'est jamais très, très bon. Alors, ça a des conséquences, les apnées, parce que l'apnée, elle a une fin, ce n'est pas une apnée définitive. Forcément, il y a des réveils. Et à ce moment-là, à la fin de l'apnée, on se réveille, et qu'est-ce qu'on fait? On fait une fragmentation du sommeil, avec des micro-éveils. On ne s'en rend pas compte, on ne s'en rappelle pas. On se rappelle qu'on s'est réveillé à 1 heure du matin, mais en réalité, on s'est peut-être réveillé toutes les minutes. On a fait des apnées toutes les minutes. Donc on s'est réveillé 60 fois par heure. Autre problème, bien sûr, c'est que si on fait des apnées, on va manquer d'oxygène, on va désaturer. Et à ce moment-là, le cœur et le cerveau n'aiment pas du tout. Et on sait très bien qu'il y a un lien très fort entre les syndromes du sommeil, les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux. Alors, y a-t-il des syndromes d'apnée du sommeil chez les personnes porteuses de spondylarthrite ankylosante? Eh bien oui. Il y a une prévalence, ici, dans une étude turque, de 22%, alors que dans la population générale, ce syndrome est très inférieur à 10%. Donc, si vous voulez, le simple fait déjà d'avoir une pathologie inflammatoire
chronique vous prédispose à avoir un syndrome d'apnée du sommeil. Les mécanismes exacts sont encore très discutés. Je sais qu'on en discute avec Gilles Hayem. On a des idées, mais c'est compliqué à démontrer. Mais forcément, il y a un lien. Chez les porteurs de syndrome d'apnée du sommeil, on remarque aussi, mais ça d'une manière très générale, alors ça c'est la population générale, c'est que le TNF-alpha est augmenté aussi. Donc là aussi, on établit un lien avec l'immunité et l'inflammation. C'est pareil, alors ça c'est entre guillemets un beau modèle, c'est qu'on a à la fois la pathologie et puis on a aussi l'effet des biothérapies qui jouent sur l'inflammation. Donc il y a quelques publications, mais rares, qui montrent quand même qu'il y a un lien, enfin, que l'effet des biothérapies va pouvoir éventuellement induire des modifications du sommeil. Là, c'était une étude chez des sujets normaux, des sujets sains, voilà, plus exactement. Pardon, je marche en arrière. Les anti-TNF-alpha. Alors là, il y a plusieurs études, mais à chaque fois, on voit qu'on a une amélioration du sommeil. Donc c'est plutôt positif. Et quand on compare des sujets qui sont traités par TNF-alpha et anti-TNF-alpha et d'autres pas, eh bien on voit que le syndrome d'apnée du sommeil est moins sévère. Donc, si vous avez une spondylarthrite ankylosante et que vous avez un traitement, une biothérapie, peut-être que vous avez quand même un syndrome d'apnée du sommeil, mais peut-être qu'il sera moins sévère parce que vous prenez une biothérapie. Alors, décidément. Donc je voudrais conclure là-dessus en disant que faire. Je crois que la première chose, c'est de prendre conscience, à la fois chez vous, patients. Je trouve formidable que vous fassiez une association qui me paraît très sympathique. Moi, je vous découvre aujourd'hui et je suis absolument emballé. Parce que vous êtes vraiment, comme le disait tout à l'heure Franck Gérald, vous êtes des acteurs de santé. La santé, ça n'appartient pas aux médecins, ça appartient à tout le monde, ça appartient aux citoyens. C'est autant un problème politique qu'un problème de santé médicale. Et donc, il y a une prise de conscience à prendre chez les patients, chez les rhumatologues, je le dis d'autant plus simplement que moi, j'en suis pas, à prendre et à considérer que les troubles du sommeil ne sont pas uniquement des conséquences des douleurs réveillantes, mais sont probablement une part de la maladie. Et que ce sont, comme l'avait dit le docteur Brock ce matin, d'autres effets, d'autres pathologies inflammatoires liées à la spondylarthrite ankylosante, ou spondyloarthrite. Donc, que faut-il faire? Vous n'allez pas tous venir me voir et que je vous enregistre, parce que j'y arriverai jamais. Mais par contre, c'est de faire du dépistage. Et ça, c'est très simple à organiser avec des questionnaires. Et déjà, avec les questionnaires, après, on peut toujours envisager d'aller faire des explorations, d'aller voir un centre du sommeil. J'imagine qu'ici, vous venez tous de toute la France. Il y a généralement des centres du sommeil partout. Il y a des associations, il y a des réseaux. Il y a un réseau Morphée qui peut vous conseiller, qui peut vous dire où vous pouvez trouver un spécialiste du sommeil et prendre attache avec lui. Donc, voilà, le message est là, c'est de dire, considérez le sommeil, mais là je défends un peu ma paroisse, considérez quand même que le sommeil et les troubles du sommeil sont une partie intégrante des spondyloarthrites. Merci de votre attention. Merci, docteur Petitjean. Merci de me rejoindre en quelques minutes.